Bonjour. Oui, le mieux c'est d'utiliser les transports en commun et le vélo plutôt que la voiture. Ok, mais beaucoup de personnes ont besoin d'une voiture. Et si pour vous l'écologie c'est important, c'est quoi le bon choix? Hybride, électrique, thermique, hybride rechargeable? Avant de faire cette vidéo, je suis allé voir plein de concessionnaires automobiles et franchement, ils sont nuls pour vous éclairer sur un choix écologique. À leur décharge, le sujet est complexe. Alors j'ai préféré me tourner vers deux chercheurs experts des batteries et des transports, Didier Bloch et Fabien Perdu, pour challenger mes positions. Regardons ensemble quelle voiture vous devez choisir. Qu'on soit clair, la voiture électrique n'est pas écologique. Point, voilà, c'est dit. Aucune voiture n'est écologique. La bonne question est-elle plus écologique que d'autres solutions? Quand je parle d'écologie, j'aime bien utiliser ma règle des 3 doigts, dont je vous ai parlé dans une vidéo. Regardons d'abord l'impact sur la santé. La voiture électrique émet certes encore des particules à cause des freins et des pneus, mais beaucoup moins qu'une voiture thermique. Donc c'est plus écologique pour la santé. Sauf qu'une étude de Nature a montré que le surpoids des véhicules électriques par rapport aux modèles non électriques, vous voyez ici entre 400 et 700 kg selon le modèle, ce surpoids est tel qu'il augmente le nombre de morts en cas d'accident. 12% de morts de plus pour 500 kg de plus. Ce qui amène à ce graphe. La ligne rouge en pointillé montre le seuil en intensité carbone du mix électrique, à partir duquel la voiture électrique aura un bénéfice financier sur la santé si on met en balance le coût du réchauffement climatique versus le coût des morts dus au surpoids du véhicule. Dans des pays à électricité très décarbonée comme la France et la Norvège, c'est très positif. Pour des pays comme l'Australie ou la Chine qui brûlent du charbon, ce n'est pas le cas. La voiture électrique a aussi un impact indirect sur la santé dans certaines régions du monde dû à l'extraction de plus de minerais. Il ne faut pas le nier. Pour le réduire, il faut privilégier des batteries plus petites et mettre en place des filières de recyclage de ces batteries. Vis-à-vis du climat maintenant, sur ce graphique, vous pouvez voir le comparatif entre une voiture thermique et une voiture électrique selon les régions du monde. Grâce à une électricité plus décarbonée en Europe, l'écart en émissions de gaz à effet de serre des deux types de motorisation est plus important que dans le reste du monde. Dans un pays comme la France où l'électricité est fortement décarbonée, le gain est énorme. Moins 77% d'après ce graphique de transport et environnement. Si on regarde le cycle de vie d'une voiture thermique, il y a un coût CO2 pour sa production. Ici, pour une Golf diesel, c'est environ 6 tonnes. Puis elle émettra 110 grammes de CO2 au kilomètre. Et donc, si on estime sa fin de vie à 200 000 km, on peut dire qu'elle aura émis 28 tonnes au total sur sa durée de vie. La production d'une voiture électrique est plus émettrice de CO2 que celle d'une voiture thermique. Ici, prenons la e-Golf avec une batterie de 32 kWh. Sa dette carbone avant le premier kilomètre dépendra du lieu de fabrication, selon le type d'énergie plus ou moins carbonée qui est utilisé. En Allemagne, pour une batterie de 32 kWh, on aura un coût carbone d'environ 11,5 tonnes. Si on la produisait en France, on le diminuerait à 9 tonnes. Une voiture électrique va par contre beaucoup moins émettre durant son utilisation. Et là aussi, la consommation sera très différente en Allemagne ou en France. On en déduit qu'en Allemagne, la voiture électrique devient meilleure qu'une thermique dans son bilan total à partir d'environ 120 000 km. Pour la même voiture, si elle était fabriquée en France et utilisée en France, son bilan sera meilleur que la thermique à partir de 30 000 km. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse regarder la vidéo du réveilleur. Moi, ma spécialité, vous le savez maintenant, c'est le pas de côté. La question que je souhaite soulever est la suivante. Est-ce que la voiture électrique est vraiment la meilleure solution quand on veut acheter une voiture? Comme souvent, il n'y a pas de solution universelle, c'est-à-dire un type de véhicule qui répondrait à tous les usages. Premier cas, si vous faites très peu de kilomètres, c'est le seul cas où garder une voiture thermique a un sens. Parce que le coût carbone du remplacement de la voiture dépassera celui lié à votre consommation de carburant. C'est hélas impossible de donner un chiffre exact car ça dépend de trop de paramètres. Pour les autres cas, regardons l'usage des Français pour le transport. 72% des Français font moins de 30 km pour aller au travail, soit en aller-retour 60 km. Si vous faites partie de cette catégorie d'usagers, avoir une voiture électrique, en théorie, n'est pas la meilleure solution. Embarquer une batterie de 52 kWh comme sur une Zoé, c'est pas utile, car justement vous ne faites qu'une distance journalière entre 0 et 60 km. Dans ce cas, une batterie de 15 kWh serait largement suffisante. En ayant une batterie de 15 kWh au lieu de 52, vous économiseriez entre 6 et 7 tonnes de CO2. C'est énorme! Et là, ça tombe bien, les hybrides rechargeables embarquent souvent une batterie de 15 kWh. Ce type de voiture permet généralement une autonomie annoncée de l'ordre de 50 à 60 km en mode électrique. Pile ce qu'il faut pour 72% des Français.
Et c'est ça qui est génial, c'est que les rares fois où vous auriez besoin de rouler plus pour partir en vacances ou en week-end, vous pourriez alors utiliser le moteur thermique de l'hybride, certes avec du pétrole. Et vu que ce sera sûrement sur autoroute, on pourra alors utiliser un moteur optimisé pour ces trajets, qui sera optimisé pour des régimes constants. Bilan, une voiture hybride rechargeable sera mieux qu'une électrique. Alors d'un point de vue CO2, c'est kiff-kiff. J'ai pas de chiffres pour le prouver car ces voitures n'existent pas. Mais je fais confiance aux 2 chercheurs que j'ai interviewés. Mais au niveau matériaux, c'est mieux. Au niveau porte-monnaie, c'est mieux. Et surtout au niveau infrastructure, c'est mieux. Parce que ça évite de déployer de super grosses bornes de recharge pour faire de la longue distance. Par contre, pour celles ou ceux d'entre vous qui doivent faire 200 km par jour, l'intérêt d'une voiture électrique devient supérieur à l'hybride rechargeable, car vous aurez besoin de toute l'autonomie de la batterie pour parcourir ces 200 km. Et là, les 52 kWh de batterie prennent tout leur sens. C'est le seul cas où la voiture électrique devient plus intéressante qu'une hybride rechargeable. Mais attention, ce que je viens de dire n'est valable que dans un monde idéal dans lequel consommateurs et constructeurs agiraient pour un optimum écologique. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Et donc ce que je viens de dire devient totalement faux. Les modèles d'hybrides rechargeables les plus vendus actuellement sont majoritairement des SUV. 8 SUV sur les 10 hybrides rechargeables les plus vendus en 2022. Des véhicules qui frôlent en moyenne les 2 tonnes, qui sont plus de 500 kg plus lourds que l'ensemble des voitures. Cela vient du fait que la voiture embarque 2 moteurs plus une batterie. Sous couvert d'être rechargeable, les constructeurs proposent des monstres. Donc la voiture hybride rechargeable dont je vous parlais, bien profilée avec une toute petite batterie pour des trajets quotidiens et ensuite du thermique optimisé pour un régime constant, pour les grandes distances, eh bien elle n'existe pas. La Prius semblait montrer la voie, mais elle est passée de 53 chevaux dans le modèle hybride pour la première version à 223 chevaux pour la dernière qui est une version hybride rechargeable. L'hybride et surtout l'hybride rechargeable est juste vu comme un moyen de répondre aux exigences faites aux constructeurs de baisser les émissions des véhicules. Toyota prétend que les ressources mobilisées pour concevoir 6 batteries d'hybride rechargeables permettraient de fabriquer 90 batteries pour hybrides simples, ce qui est d'après eux nettement plus intéressant en matière de bilan carbone. Utiliser au mieux l'hybride rechargeable nécessite qu'on la recharge très régulièrement pour que l'usage quotidien soit fait au maximum sur la batterie et pas sur le moteur thermique. Dans les faits, les personnes le font peu. Une étude de l'ICCT prouve l'écart énorme entre ce que disent les homologations des véhicules hybrides rechargeables et la réalité. L'homologation parle de 1,6 à 1,7 litres au 100 km. Dans les faits, on observe du 4 litres à 4,4 litres au 100 et du 6 litres à 8,4 litres au 100 quand ce sont des véhicules de fonction, car les entreprises remboursent souvent l'essence, mais pas l'électricité. Le fait d'avoir le secours thermique ne pousse pas les utilisateurs à maximiser l'utilisation du moteur électrique. Bref, on marche sur la tête avec l'hybride rechargeable. Conclusion, au vu de l'offre et du comportement des conducteurs, la voiture électrique est clairement une meilleure solution écologique que la voiture hybride et la voiture thermique. Mais quelle voiture électrique choisir ? L'excellente chaîne EV qui teste sur la route des différentes voitures électriques a créé son Ioniq 28 Challenge pour trouver une voiture capable de moins consommer que ce modèle de Hyundai. Mais attendez, si cette voiture consomme moins que toutes les autres, c'est parce que c'est la plus légère, non ? On est d'accord, c'est ce que tout le monde dit, il faut faire des voitures électriques légères pour moins consommer. Eh bien, j'ai pris les résultats du Ioniq 28 Challenge et j'ai corrélé la consommation au poids des véhicules. Et voici le résultat. En abscisse, vous avez le poids du véhicule en kilos et en ordonnée, la consommation de la batterie. On voit que l'argument du poids tombe. Vous voyez que celle qui consomme le moins fait 1,5 tonne, que la Tesla Model 3 avec ses 1,9 tonne consomme aussi beaucoup moins que des véhicules type Fiat 500 électrique, qui fait pourtant plus d'une demi-tonne de moins. Mais mon Dieu, comment est-ce possible ? Eh bien, regardez la gueule de la Ioniq 28, regardez la gueule des Tesla ou regardez la gueule de la Ioniq 6. Vous voyez, ce sont des suppositoires. Elles ont toutes un coefficient de pénétration dans l'air très faible. Pour être sûr de ce que je dis, j'ai filé toutes mes données au chercheur Fabien Perdu et il m'a sorti que le SCX seul, en gros le coefficient de pénétration, explique 35% de la variance. Le poids seul explique 22% de la variance. 7% sont dus au fait que le poids et le SCX sont corrélés. 36% ne sont pas expliqués par ces deux variables. Regardons plus en détail les chiffres de Stellantis. À 40 km/h, la résistance due au poids et aux pneus joue pour 52% de la consommation. À 80 km/h, le poids joue pour 33%. Alors qu'à 120,
le poids n'intervient plus que pour 20%. On en déduit que pour des véhicules qui vont surtout servir pour la ville, le poids est fondamental. Pour le rural et l'autoroute, c'est l'aérodynamisme qui sera prédominant. 52% à 80 km/h et 69% à 120. Bon, tout ça c'est de la théorie car une Ioniq 28 explose même en ville les Fiat 500, Peugeot 208 ou Zoé. Bref, retenez que le poids n'est pas le critère ultime comme on le dit trop souvent. Mais le profil de la voiture joue beaucoup, ce qui devrait exclure de votre choix les gros SUV à l'aérodynamisme non optimisé. Par contre, j'insiste, faire des voitures plus légères c'est quand même très important. Ça baisserait de facto le besoin de taille de batterie, donc moins de CO2 pour la fabrication. Ça ferait moins de morts qu'on a vu. Une voiture plus lourde engendrerait plus de particules fines à cause de l'usure des pneus et des freins. Ça nécessiterait moins de matériaux et donc d'énergie pour les construire. Et des personnes tirent la sonnette d'alarme car certains parkings n'ont pas été construits pour encaisser des voitures aussi lourdes que les voitures électriques actuelles. 25% des personnes ne veulent pas passer à l'électrique à cause de l'autonomie, de peur de ne pas pouvoir faire les trajets longs. Il leur faudrait une autonomie de 688 km pour faire le pas. Or, d'après le ministère des Transports, les Français font en moyenne 6 voyages par an de plus de 80 km. Et c'est ces 6 voyages qui les inquiètent le plus. Et c'est là que les constructeurs profitent de cette peur pour proposer des hybrides rechargeables. Mais c'est idiot! Vous choisissez une voiture beaucoup plus lourde, avec plus d'entretien, 2 moteurs pour 6 trajets par an. Mais en vrai, la longue distance en voiture électrique est-elle vraiment un problème? Sur la chaîne EV, ils ont fait un trajet de 600 km avec une voiture thermique et 2 voitures électriques. La thermique a mis 5h47 pour parcourir les 600 km. La Tesla, qui a dû parcourir un peu plus de distance pour accéder uniquement à des bornes Tesla, a mis 47 minutes de plus. Et la Kia, 38 minutes. 38 et 47 minutes pour 600 km, franchement, c'est très acceptable, non? Et là, je reviens comme à chaque fois sur qu'est-ce que ça veut dire d'être écolo. Être écolo, c'est changer son rapport au temps. Perdre 45 minutes 6 fois par an pour avoir une voiture 10 fois moins polluante à l'utilisation, c'est pas ce que j'appelle un énorme sacrifice, non? Pour répondre à l'inquiétude de l'autonomie, les constructeurs proposent des véhicules avec des batteries de plus en plus grosses. Et là, j'aimerais vous faire comprendre une chose importante. Ce n'est pas la taille qui compte. Regardons ça, un youtubeur norvégien, Björn Nyland, a créé son 1000 km challenge. Il teste les voitures électriques en roulant 1000 km et en déduit le temps qu'il met, charge comprise. J'en ai fait ce graphique. En abscisse, on a la taille de la batterie des voitures et en ordonnée le temps que l'on met pour faire 1000 km. La chaîne EV propose également un tableau théorique pour 1000 km et ça donne ça. Je préfère travailler avec ce graphe fait sur les axes routiers français et la météo française. Vous voyez que même si une voiture avec une grosse batterie a tendance à permettre de parcourir les 1000 km en moins de temps, certaines voitures avec des plus petites batteries font le trajet aussi très rapidement. Regardons plus particulièrement ce point. C'est encore la Hyundai Ioniq 28. Cette voiture a une toute petite batterie de 28 kWh et pourtant vous parcourez les 1000 km en quasi même temps qu'une voiture qui a une batterie de 70 kWh. Mais comment est-ce possible? Car la durée que vous allez mettre dépend de la consommation, de la taille de batterie quand même, c'est vrai, ça joue sur la durée du trajet, mais aussi la vitesse de recharge. Le site Automobile Propre montre à travers ses différents tests une moyenne de recharge rapide pour passer de 10 à 80% de 34 minutes. Pourquoi s'arrêter à 80%? Pour ne pas abîmer votre batterie et pour des raisons de sécurité. Recharger au-delà de 80% prend du temps et n'est d'ailleurs pas recommandé bien que les données soient floues sur ce sujet. En regardant le temps de charge de chaque voiture, on se rend compte que ça devient un critère plus important que la taille de la batterie pour ceux qui veulent faire de longs trajets. Il existe maintenant des modèles hallucinants comme la Hyundai Ioniq 5 qui recharge de 10 à 80% en 18 minutes. 18 minutes! Je vous invite la prochaine fois que vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute de voir le temps que vous mettez pour faire le plein, payer, faire un petit pipi, choisir votre Magnum, double caramel parce que franchement c'est le meilleur des Magnum. Bref, on n'est pas loin des 18 minutes. Alors bien sûr, la moyenne de tous les véhicules disponibles sur le marché est de 34 minutes. Mais mon passionné camarade Florent Coste m'indiquait à juste titre que l'on est rentré dans un cercle vicieux. Grosse batterie veut dire gros temps de recharge, donc grosse puissance de recharge attendue. Alors que finalement, des plus petits temps de recharge, plus fréquents pour une plus petite batterie, c'est mieux.
Il est même amusant de noter que le youtubeur Bjorn, pour ses 1000 km challenge en électrique, déplore que maintenant il n'a plus assez de temps de pause. Ah oui, au fait, attention, le temps de charge est le bon critère et non comme veulent le faire croire certains constructeurs qui mettent en avant la puissance max de charge qui ne veut rien dire sur le temps de charge finale, car la puissance max n'est pas tenue tout le temps de charge, pour des raisons de physique et pour préserver la batterie. Mais attention, pour les constructeurs, l'augmentation de la vitesse de charge a servi à une seule chose, la non-remise en cause du format de la voiture, du SUV quoi. Mais maintenant, on peut se poser la question du déploiement de recharge rapide. Est-ce bien écologique? Il faut se rendre compte que notre besoin de gagner du temps pendant la recharge a une répercussion sur le monde physique. Il faut gonfler les infrastructures. Imaginez 10 chargeurs ioniques de 350 kW. Ça fait 3,5 MW de puissance potentielle qu'il faut être capable de délivrer. C'est l'équivalent de la puissance nécessaire à presque 600 logements. Déporter notre course au temps, c'est du cuivre en plus. Juste pour revenir à la Ioniq 28, elle accepte une puissance max de 70 kW. Une Tesla Model 3, c'est du 250 kW. Vous comprendrez vite ce qui est le plus écologique. Voici la répartition des prix des nouvelles voitures en France en 2019. L'offre des voitures électriques cible le petit créneau qui représente 18% des ventes des voitures les plus chères. Clairement, les constructeurs européens ont décidé de monter en gamme et d'abandonner le créneau des voitures abordables. Ainsi, Tavares, le patron de Stellantis, déclare « Nous avons choisi de privilégier les véhicules qui font le plus de marge au détriment des autres. C'est le meilleur moyen de protéger l'entreprise. Nous pourrions supporter une baisse de 60% de nos volumes et être encore rentables. » Et effectivement, regardez, ils vendent de moins en moins de voitures. Donc oui, les constructeurs européens veulent vous vendre du SUV hybride rechargeable ou alors des voitures électriques avec des énormes batteries pour plus de puissance surtout et plus d'autonomie. Mais clairement, ce n'est pas dans le sens de l'écologie. Si on avait développé l'hybride rechargeable idéal dont je vous ai parlé, on aurait pu ainsi démocratiser beaucoup plus vite l'usage de l'électrique. Clairement, on ne saura pas faire une voiture électrique peu chère et qui fera de la longue distance avec une grosse batterie. Ce qui se joue finalement, c'est que la longue distance deviendra un marqueur social. Ceux qui ont les moyens auront de grosses batteries, les autres auront une voiture courte distance pour le quotidien et pour les longues distances auront le train ou la location de voiture. Deux solutions émergent toutefois pour contrer le problème. Le battery swap, le fait de changer sa batterie au lieu de la recharger, et le tender. Le tender est une batterie remorque que tu trimbales au cul de ta voiture. Tu pourrais par exemple faire un Paris-Bordeaux en voiture. En sortant de Paris, tu t'arrêtes à un relais, tu branches un tender et 300 km plus loin, tu t'arrêtes à une autre aire d'autoroute et tu changes de tender en 2 minutes chrono. C'est la startup eTender qui propose cette solution. Cette solution vous permet d'acheter une voiture avec une petite batterie et de faire les trajets longue distance plus rapidement qu'une Tesla ou une Mercedes. Plutôt très séduisant comme concept. À voir s'il sera assez élégant pour qu'il s'impose. L'abandon de la voiture électrique pour les classes populaires fera le jeu des Chinois qui vendront en 2028 50% des voitures électriques vendues dans le monde. D'après le patron de Forvia, pour les Chinois, ça coûte 10 000 € de moins pour construire une voiture électrique moyenne gamme, bas de gamme. Une hybride rechargeable avec un petit moteur thermique optimisé aurait été la meilleure solution. Mais les constructeurs et politiques l'ont tué. Alors oui, l'électrique est la meilleure solution écolo du marché avec ses travers. La course à la plus grosse batterie est rassurante pour le conducteur, mais une solution de facilité pour le constructeur qui lui permet de monter en gamme, de vendre du gros véhicule puissant. Il faut arrêter cette course destructrice. Et pour ça, il faut changer notre imaginaire sur la voiture et surtout changer notre rapport au temps. Perdre 1 heure pour un très long trajet pour beaucoup moins émettre de CO2, ça vaut le coup, non? Tant qu'on se dira que prendre son temps, c'est perdre son temps, on aura un souci. Parce que Florent Coste, qui s'appuie sur plusieurs années de pratique de l'électrique avec une petite batterie, traduit, avec une voiture électrique, on voyage plus lentement, mais au final, on est moins fatigué car on a moins de vibrations, moins de bruit. Est-ce que ce n'est pas cela le but de rendre les voyages agréables? Au fait, j'ai pas fini avec la voiture électrique car elle risque de changer beaucoup plus de choses que ce que vous imaginez. Mais ça, j'en parle dans une prochaine vidéo. Merci à ceux qui m'ont aidé, merci pour votre soutien sur un Tipeee pour l'écologie efficace et merci pour vos commentaires. Tout bon!